Un policier se moque d'une jeune fille qui prétend que sa mère est une ancienne détenue, jusqu'à ce qu'elle arrive sur les lieux. Une ancienne détenue? C'est ça votre plus grande menace? L'agent Mitchell Barnes éclata d'un rire moqueur, tandis que Maya Rodriguez, 17 ans, était assise menottée à l'arrière de sa voiture de patrouille devant le lycée Lincoln. Laissez-moi deviner, elle va me donner une leçon sur le respect des criminels? Le soleil de l'après-midi tapait fort sur le parking du lycée où Maya avait été arrêtée pour ce que Barnes qualifiait de comportement suspect, avoir traversé le quartier aisé adjacent à son école avec un sac à dos qui semblait trop cher pour quelqu'un comme elle. Ses cheveux noirs collaient à son front en sueur tandis que les menottes métalliques lui mordaient les poignets, mais son regard exprimait un calme étrange qui troublait l'agent chevronné. Maya Rodriguez n'aurait jamais imaginé que sa journée de mardi se terminerait ainsi. À peine 2 heures plus tôt, elle présentait ses recherches révolutionnaires sur la régénération cellulaire au cours de biologie avancée du Dr Sarah Chen, expliquant comment ces découvertes pourraient potentiellement révolutionner les protocoles de traitement du cancer. Ses camarades l'avaient ovationné, et le Dr Chen avait murmuré que le comité d'admission anticipé du MIT serait très intéressé par ses travaux. Le sac à dos design qui avait éveillé les soupçons de Barnes n'était pas un symbole de statut social que Maya pouvait se permettre avec le budget de sa famille d'accueil. C'était un cadeau du Dr Chen, qui estimait que les recherches de Maya méritaient un équipement de qualité à la hauteur de son intelligence extraordinaire. À l'intérieur se trouvaient des cahiers remplis de diagrammes moléculaires complexes, son ordinateur portable contenant 3 années de données de recherche méticuleuses et des lettres d'acceptation de cette université prestigieuse offrant des bourses complètes. Maya rentrait de l'école à pied, empruntant le même itinéraire qu'elle empruntait depuis 3 ans, lorsque Barnes la remarqua en traversant Millionaires Row, le quartier aisé qui séparait le lycée Lincoln de la modeste famille d'accueil où elle vivait. Elle s'était habituée au regard suspicieux des résidents qui la prenaient pour une étrangère, mais c'était la première fois que quelqu'un appelait la police. « Je n'ai rien fait de mal », dit Maya doucement, la voix posée malgré l'humiliation d'être menottée devant ses camarades qui filmaient l'incident avec leur téléphone. « Je rentrais de l'école à pied. Vous pouvez appeler mon directeur pour vérifier, ou le Dr Chen peut confirmer que j'étais en biologie avancée jusqu'à 15h30. Barnes ricana en ajustant sa caméra corporelle qui, selon ses rapports, fonctionnait mal depuis une semaine. Bien sûr que tu l'étais, ma puce. Il se trouve que tu étais en train de surveiller des maisons dans Millionaires Row, non? On a eu 3 cambriolages ce mois-ci, et devine quoi? Ils correspondaient tous à ton profil. La connotation raciale n'était pas subtile, mais Barnes avait perfectionné l'art de la discrimination, matérialisée par une procédure. À 42 ans, il patrouillait dans ce secteur depuis 15 ans, développant une expertise dans le ciblage des minorités qui osaient s'aventurer dans les quartiers aisés. Les adolescents comme Maya cédaient généralement rapidement sous la pression, acceptant n'importe quelle histoire qu'il inventait pour justifier leur détention. La mère adoptive de Maya, Madame Peterson, l'avait mise en garde contre ce genre de situation. « Reste calme, connais tes droits et ne les laisse jamais te voir craquer », lui avait-elle conseillé après sa première semaine au lycée Lincoln, lorsqu'elle était rentrée en pleurs à cause des regards et des commentaires chuchotés sur la boursière qui n'avaient rien à faire. Ce que Barnes ignorait, c'est que Maya avait survécu à bien pire que ces tactiques d'intimidation. Elle avait vécu dans 6 familles d'accueil différentes avant d'atterrir chez les Peterson à 14 ans, développant un instinct de survie et une résilience émotionnelle que la plupart des adultes n'acquièrent jamais. Elle avait appris à lire les véritables intentions des gens sous leur façade polie, reconnaissant immédiatement le type de Barnes. « Je veux appeler ma mère », dit Maya, conservant ce calme troublant qui fit se demander à Barnes s'il était sous l'emprise de drogue ou s'il était tout simplement inhabituellement provocant pour quelqu'un dans sa position. Barnes marqua une pause, l'observant de plus près. La plupart des adolescents seraient en train de pleurer ou de supplier, mais Maya, assise dans une posture parfaite, la respiration maîtrisée, le regard direct et sans ciller. Il y avait quelque chose de déconcertant dans son sang-froid, comme si elle possédait un savoir ou une assurance qui ne correspondait pas à la situation apparente. « Vas-y », rit Barnes en déverrouillant son téléphone avec une politesse feinte. « Écoutons ce que maman a à dire sur l'arrestation de son petit ange. Qu'est-ce qu'elle va faire, menacée de me poursuivre en justice avec ses économies de prison ?» Maya regarda Barnes droit dans les yeux en prononçant le numéro de sa mère à voix haute, sa voix empreinte d'une assurance étrange qui fit légèrement vaciller le sourire narquois de l'agent. Il y avait quelque chose dans ses yeux, ni de la peur ni de la colère, mais de l'anticipation, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix calme et autoritaire ne réponde. « Maya ?» La voix exprimait une inquiétude immédiate qui suggérait que ce n'était pas le premier appel d'urgence de Maya, mais aussi une impatience contrôlée que Barnes ne parvenait pas à cerner. « Maman »
Je veux que tu viennes immédiatement au lycée Lincoln. Je suis détenu par l'agent Barnes pour être rentré de l'école à pied en passant par Cedar Heights. La voix de Maya resta ferme, mais Barnes remarqua que sa main libre touchait inconsciemment un petit pendentif suspendu à son cou, une simple chaîne en argent ornée de ce qui ressemblait à une plaque d'identité militaire. Ce que Barnes put entendre, ce fut la brusque inspiration à l'autre bout du fil, suivie d'une série de questions rapides, posées sur le ton précis de quelqu'un habitué à la gestion de crise. Il ne vit pas non plus la légère détente des épaules de Maya pendant la conversation, comme si les secours étaient déjà en train de se mobiliser. Elle a dit qu'elle serait là dans 20 minutes, annonça Maya en raccrochant, mais son léger sourire suggérait qu'elle s'attendait à ce que la situation change bien plus tôt. Barnes ressentit un premier malaise. L'assurance de la jeune fille, sa voix autoritaire au téléphone et son sang-froid inhabituel lui firent se demander s'il n'avait pas fait une erreur de jugement. Ce qu'il n'avait certainement pas remarqué, c'était la berline noire garée de l'autre côté de la rue depuis 10 minutes, son occupante passant des appels et prenant des photos de toute la conversation. Le conducteur avait démarré dès que Maya avait appelé. Si vous sentez déjà la tension monter dans cette histoire d'injustice et de secrets cachés, assurez-vous de vous abonner, car la suite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la famille de Maya. 20 minutes s'étaient écoulées depuis que la mère de Maya avait répondu au téléphone et l'agent Barnes commençait à s'impatienter. Chaque fois qu'il tentait de raccrocher, Maya demandait calmement à rester en ligne jusqu'à l'arrivée de sa mère, invoquant ses droits avec une précision qui mettait Barnes de plus en plus mal à l'aise. « Écoute, princesse, » rétorqua Barnes, son amusement se transformant en irritation. « Ta mère peut prendre tout son temps, mais tu vas quand même en ville pour un interrogatoire. 3 maisons ont été cambriolées dans ce quartier, et tu correspondais parfaitement à la description. » Maya se tourna vers lui à travers la cloison de la voiture de patrouille, ses yeux sombres fixes. Quelle description cela pourrait-il être, agent Barnes? Parce que je suis sur le même chemin depuis 3 ans, et vous ne m'avez jamais arrêté auparavant. La franchise de sa question prit Barnes au dépourvu. La plupart des adolescents seraient en train de pleurer ou de supplier, mais Maya était assise avec un calme étrange qui lui rappelait quelqu'un, bien qu'il n'ait pas réussi à le deviner. Son téléphone restait collé à son oreille, et de temps en temps, elle hochait la tête comme si elle recevait des instructions. Barnes s'était bâti une réputation de démasquer rapidement les suspects, notamment les jeunes issus de minorités qui cédaient généralement sous la pression. Mais le calme de Maya le déstabilisait, et sa connaissance des procédures judiciaires suggérait qu'elle n'était pas l'adolescente effrayée typique qu'il avait l'habitude d'intimider. La description est celle d'une femme hispanique, d'environ votre âge et de votre corpulence, vue en train de repérer des maisons entre 14 et 16 âges. Mentit Barnes avec aisance, bien qu'aucune description de ce genre n'existe. Il avait perfectionné cette technique pendant 15 ans. Créer un doute raisonnable, établir un récit et laisser le système jouer en sa faveur. Maya jeta un coup d'œil à sa montre connectée, qui indiquait clairement 15h47. J'étais en biologie avancée jusqu'à 15h30, agent Barnes. Le docteur Chen peut le vérifier, ainsi que 26 autres étudiants. Souhaitez-vous que je vous fournisse leurs coordonnées? La précision de sa réponse frustra encore davantage Barnes. La plupart des élèves ne se souvenaient même pas de ce qu'ils avaient mangé au petit-déjeuner, mais Maya semblait avoir anticipé précisément ces questions. Elle sortit un agenda scolaire parfaitement organisé, affichant son emploi du temps quotidien avec les horodatage et les signatures des professeurs. Un joli petit carnet, balaya Barnes, même s'il remarqua intérieurement à quel point tout était méticuleusement organisé. N'importe qui peut falsifier un emploi du temps. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu te promènes dans Millionaire S-Row avec un sac à dos qui vaut plus que la plupart des voitures? La mâchoire de Maya se crispa légèrement, la première fissure dans son air serein. Le docteur Chen m'a donné ce sac à dos parce que je mène des recherches qui pourraient aider les patients atteints de cancer. Elle pensait que mon travail méritait un équipement de qualité. La recherche sur le cancer rit Barnes d'un air moqueur. Laisse-moi deviner, tu vas guérir le cancer et résoudre le problème de la faim dans le monde? Les enfants comme toi ont toujours de grands rêves jusqu'à ce que la réalité les frappe. Le ton dédaigneux frappa plus profondément que Maya ne l'aurait imaginé. Elle pensa à son jeune frère Louis, qui avait perdu son combat contre la leucémie 2 ans plus tôt. Les recherches qu'elle menait n'étaient pas seulement académiques, elles étaient personnelles. Chaque nuit passée au laboratoire, chaque équation complexe qu'elle résolvait, chaque petite avancée la rapprochait de l'objectif d'assurer qu'aucune autre famille ne subisse ce que la sienne avait connu. Mais Barnes ignorait que ces grands rêves étaient nourris par le souvenir d'avoir tenu la main de son frère au moment de son dernier souffle, lui promettant de trouver un moyen d'aider d'autres enfants comme lui. Il ignorait que son calme provenait des techniques de survie apprises en famille d'accueil, où montrer sa faiblesse risquait d'être exploité. « Mes rêves ne vous regardent pas, agent Barnes,
dit Maya doucement, sa voix si lourde que Barnes la regarda à nouveau. Il y avait quelque chose dans son ton, non pas de défi, mais de certitude, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Barnes décida d'intensifier ses tactiques d'intimidation. Il appela son partenaire, l'agent Davis, demandant du renfort pour ce qu'il décrivit comme un mineur suspect peu coopératif, possiblement affilié à un gang. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de patrouille supplémentaires arrivèrent, leurs gyrophares attirant encore plus l'attention des élèves et des voisins. Maya observait l'écran avec le même calme troublant, parlant parfois à voix basse dans son téléphone. Oui, ils viennent d'appeler des renforts. 3 voitures maintenant. Toujours aucune preuve, toujours pas de lecture des droits Miranda. Oui, je me souviens de ce que vous m'avez appris. Barnes capta des bribes de sa conversation et ressentit un premier malaise. Qui lui donnait des conseils juridiques aussi précis. La plupart des ex-détenus qu'il connaissait étaient à peine capables de gérer leurs propres affaires judiciaires et encore moins de guider quelqu'un d'autre dans les procédures policières. L'agent Davis s'approcha de la voiture et Barnes lui donna sa version des faits, présentant Maya comme une potentielle membre d'un gang effectuant de la surveillance. Mais Davis, qui travaillait avec Barnes depuis 3 ans, remarqua des incohérences dans son récit qui le mirent mal à l'aise. Barnes, dit Davis doucement, la fille a d'excellentes notes, des recommandations de professeurs et aucun antécédent judiciaire. On devrait peut-être vérifier son histoire et la laisser partir. Le visage de Barnes s'assombrit. Tu remets en question mon jugement, Davis? Je fais ce travail depuis que tu es au lycée. Je reconnais un comportement suspect. La tension entre les policiers était palpable et Maya classa cette information tout en poursuivant sa conversation téléphonique. Par la lunette arrière, elle remarqua que la même berline noire était toujours garée de l'autre côté de la rue, son occupant se tenant maintenant à l'extérieur avec un équipement photo professionnel. Le téléphone de Maya vibra, un SMS lui fit sourire légèrement. Sa mère venait de lui envoyer son heure d'arrivée prévue, 7 minutes, mais le message qui suivit fit accélérer le pouls de Maya d'impatience plutôt que de peur. Les renforts fédéraux sont à 2 minutes. Calme-toi, ma puce. Maman amène la cavalerie. Ce que Barnes ignorait, c'est que la mère de Maya, ex-détenue, avait purgé 15 ans de prison non pas pour les crimes qu'il supposait, mais comme agent fédéral infiltré, volontairement entré dans le système pénitentiaire pour démanteler des réseaux de trafic de l'intérieur. Chaque jour passé par Maya en famille d'accueil était un jour de plus où sa mère sacrifiait sa liberté pour protéger les enfants des autres. Le bruit des sirènes qui approchaient au loin poussa Barnes à consulter nerveusement sa radio, mais Maya ferma les yeux et murmura quelque chose qui le glaça. « Tu n'as aucune idée de ce qui arrive, n'est-ce pas ?» Les sirènes qui approchaient s'intensifièrent, mais il ne s'agissait pas de renfort de la police locale comme l'avait supposé l'agent Barnes. Maya regarda par la vitre de la voiture 3 SUV noire immatriculée au niveau fédéral s'engager sur le parking de l'école, les occupants en émergeant avec la précision coordonnée d'une équipe tactique. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Barnes, son air arrogant s'estompant en remarquant les badges et l'équipement des agents fédéraux. Sa radio grésilla, alimentée par le bavardage confus du central, qui s'enquérait d'une activité fédérale imprévue dans sa juridiction. Maya raccrocha enfin, non sans avoir dit quelque chose qui glaça le sang de Barnes. « Oui, maman, je leur ai dit exactement ce que tu m'avais appris à faire si jamais cela arrivait. Les enregistrements sont déjà téléchargés sur le serveur sécurisé. » « Des enregistrements ?» Barnes se retourna, le visage rouge de panique. « Quels enregistrements ?» Maya brandit sa montre connectée, dont le petit écran affichait un indicateur d'enregistrement rouge actif depuis 43 minutes. « Chaque mot que vous avez dit, agent Barnes. Chaque procédure illégale que vous avez suivie. Chaque supposition raciste que vous avez formulée. Tout a été diffusé en direct sur une base de données fédérale. » La montre avait été un cadeau de sa mère pour son 17e anniversaire, mais Maya comprenait maintenant que ce n'était pas un simple cadeau. C'était une protection, un équipement de surveillance sophistiqué déguisé en accessoire d'adolescent. Sa mère avait insisté pour qu'elle la porte tous les jours, surtout lorsqu'elle se promenait dans certains quartiers. L'inspectrice Sarah Chen s'approcha de Barnes, munie de ses papiers d'identité fédéraux. Ses traits asiatiques et son attitude autoritaire imposaient immédiatement le respect. Maya ressentit un soulagement en voyant son mentor universitaire, même si elle réalisait maintenant que l'implication du docteur Chen dans sa vie n'avait rien d'une coïncidence. « Agent Barnes, » annonça Chen calmement, « je vous demande de vous éloigner du véhicule. Maya Rodriguez sous protection fédérale en tant que témoin dans une enquête en cours. » La confusion de Barnes était palpable. « Protection fédérale? C'est juste une gamine que j'ai surprise à marcher là où elle n'a rien à faire. » Cette gamine,
répondit Chen avec une précision glaciale, est la fille de l'agent Rosa Martinez, qui a passé 15 ans sous couverture dans des prisons de haute sécurité à démanteler des réseaux de traite d'êtres humains. Maya est sous surveillance depuis l'âge de 12 ans, car 3 organisations criminelles différentes ont des contrats en cours sur sa famille. La révélation frappa Barnes comme un coup dur. Son contrôle de routine venait d'exposer un témoin fédéral à un danger potentiel, et chaque seconde de son inconduite avait été enregistrée et transmise aux autorités qui pouvaient mettre fin à sa carrière d'un simple coup de fil. Maya regarda Barnes assimiler cette information, son arrogance s'effritant en un effort désespéré pour limiter les dégâts. Mais elle ne ressentait aucune satisfaction dans sa panique, seulement de la tristesse qu'il ait fallu l'intervention des autorités fédérales pour qu'il la considère comme un être humain digne d'un respect élémentaire. Le docteur Chen ouvrit les menottes de Maya avec une efficacité professionnelle, révélant les marques rouges là où le métal avait entaillé ses poignets. « Êtes-vous blessé ailleurs » demanda-t-elle doucement, photographiant les blessures avec un appareil qui chargea immédiatement les preuves. « Juste ma fierté » murmura Maya, laissant enfin l'émotion briser son air serein. « J'ai tout fait correctement. Je suis resté calme, je connaissais mes droits, je ne lui ai fourni aucune excuse. Mais cela n'avait aucune importance, n'est-ce pas ?» L'expression de Chen s'adoucit, pleine de compréhension. « Ta mère t'a bien préparé. L'enregistrement que tu as réalisé aujourd'hui permettra d'éviter que cela n'arrive à d'autres enfants qui ne bénéficient pas de la protection fédérale. » En sortant de la voiture de patrouille, Maya remarqua des élèves sur le parking filmant la scène avec leur téléphone. Sa détention était devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques minutes, avec des hashtags comme hashtag Justice pour Maya, déjà en vogue. La pression publique rendrait impossible pour la police d'étouffer l'affaire. L'agent Davy s'approcha de Chen en s'excusant. « Agent Chen, je tiens à préciser officiellement que j'ai conseillé à l'agent Barnes de vérifier la version de l'élève plutôt que d'envenimer la situation. Ces actions ne reflètent pas les valeurs de notre service. » Maya observa cette distanciation soigneusement orchestrée, y voyant une tentative de limiter les dégâts plutôt qu'une réelle préoccupation. Mais elle remarqua aussi autre chose. 3 autres élèves de son école s'approchaient maintenant avec leurs propres escortes fédérales, tous munis de montres similaires, partageant tous des histoires de harcèlement similaires qu'ils n'avaient jamais signalées. La berline garée de l'autre côté de la rue révéla enfin son importance lorsque l'agent Marcus Williams en sortit, une mallette pleine de documents à la main. « Maya, ta mère m'a demandé de te donner ceci, » dit-il en lui tendant un épais dossier portant les classifications fédérales. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des rapports de surveillance et des documents juridiques couvrant 15 ans, le récit complet du sacrifice de sa mère et des organisations criminelles qui continuaient de considérer Maya comme une cible. On y trouvait également des félicitations, des récompenses et des témoignages prouvant que Rosa Martinez était l'une des agents infiltrés les plus décorés de l'histoire fédérale. Les mains de Maya tremblaient en lisant les citations décrivant les actes héroïques de sa mère. Avoir empêché à elle seule un important trafic d'êtres humains, sauvé des dizaines d'enfants, rassemblé des preuves qui avaient conduit à des centaines d'arrestations. Celle que Barnes avait qualifiée des ex-détenus comme les autres, avait littéralement risqué sa vie pendant 15 ans pour protéger des enfants comme Maya. « Officier Barnes », annonça l'agent Chen d'une voix suffisamment forte pour que tous les élèves qui enregistraient l'entendent. « Vous êtes détenu pour violation des droits civiques, abus d'autorité et atteinte à une enquête fédérale. » Les images de l'appareil de Maya montrent des preuves évidentes de profilage racial et d'usage excessif de la force. Alors que les agents fédéraux menottaient Barnes, les mêmes menottes qu'il avait utilisées pour humilier Maya, elle ressentit un mélange complexe d'émotions. Victoire, certes, mais aussi une profonde tristesse qu'il ait fallu une telle intervention pour obtenir justice. Ce que Barnes ignorait, c'est que la détention de Maya avait déclenché un protocole fédéral élaboré depuis 15 ans et que 3 organisations criminelles étaient sur le point de découvrir que l'adolescent discret qu'elles avaient sous-estimé était sur le point de faire tomber tout le réseau. La foule d'élèves, d'agents fédéraux et d'équipes de presse qui arrivaient s'écarta brusquement lorsqu'une élégante moto noire fit irruption sur le parking de l'école. La motard retira son casque, révélant une femme d'une 40aine d'années, aux yeux sombres et à l'aura de puissance contrôlée qui fit reculer instinctivement tout le monde. Rosa Martinez avait passé 15 ans à perfectionner l'art de paraître dangereuse quand il le fallait, et ce jour-là était absolument nécessaire. Son blouson de cuir ne dissimulait pas les cicatrices qui marquaient ses bras, souvenir de bagarres en prison qu'elle avait délibérément provoquées pour maintenir sa couverture. Mais son trait le plus frappant était son regard, le regard froid et calculateur de quelqu'un qui avait survécu à la sécurité maximale en ne montrant jamais de faiblesse. L'agent Barnes, toujours en détention fédérale, sentit ses jambes faillir l'abandonner en la voyant. Ce n'était pas l'ex-détenu brisé qu'il avait imaginé.
C'était une prédatrice qui se déplaçait avec une grâce mortelle, quelqu'un qui avait clairement affronté des tueurs et gagné. « Maya !» dit doucement Rosa, sa voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un habitué à commander. Sa fille s'avança immédiatement, et l'expression de Rosa s'adoucit tandis qu'elle examinait délicatement les marques rouges sur les poignets de Maya. « Il t'a fait du mal ailleurs ?»« Non, maman. J'ai fait exactement ce que tu m'as appris. Je suis resté calme, j'ai tout enregistré et j'ai attendu les renforts. » La voix de Maya se brisa légèrement, soulagée de pouvoir enfin laisser tomber son air calme. Rosa hocha la tête d'un air approbateur, puis se tourna vers Barnes avec une expression qui fit inconsciemment sortir plusieurs agents de leurs armes. Elle s'approcha de lui lentement, délibérément, comme un prédateur encerclant une proie blessée. « Agent Barnes, dit-elle d'une voix d'un calme mortel, je crois que vous aviez des opinions sur les anciens détenus et leurs enfants. Voulez-vous m'en faire part directement ?» Barnes essaya de conserver son arrogance, mais sa voix trembla. « Écoutez, madame, je faisais juste mon travail. Votre fille était dans le mauvais quartier, et... » « Ma fille, » interrompit Rosa, « rentrait à pied de son cours de biologie avancée où elle maintient une moyenne parfaite de 4,0 tout en menant des recherches sur le cancer qui pourraient sauver des milliers de vies. Elle était dans ce quartier parce qu'elle a gagné le droit d'y être grâce à son intelligence et à son travail acharné. » L'agent Chen s'avança avec une tablette et consulta le dossier personnel de Barnes. L'agent Barnes a fait l'objet de 13 plaintes pour usage excessif de la force au cours des 5 dernières années, dont 9 concernant des minorités, toutes classées sans suite sans enquête. Sa caméra corporelle a mystérieusement dysfonctionné 17 fois lors d'arrestations controversées. Rosa sourit, mais c'était le sourire froid de quelqu'un qui avait appris à trouver la joie dans la justice. « Maya, montre à tout le monde ce que ta montre a enregistré. » Maya connecta sa montre connectée à la tablette de l'agent Chen, et la voix de Barnes résonna dans le parking via des haut-parleurs portables. Les jeunes, comme vous, ont toujours de grands rêves jusqu'à ce que la réalité les frappe. Laissez-moi deviner, elle va aussi guérir le cancer et résoudre le problème de la faim dans le monde? La foule d'étudiants exhala un cri de surprise. Plusieurs professeurs rassemblés semblaient sincèrement choqués d'entendre l'un de leurs élèves vedette envoyé si cruellement. L'équipe de la télévision locale, venue couvrir ce qu'elle pensait être une arrestation de routine, réalisa soudain qu'elle était tombée sur un sujet majeur de droit civique. Mais Rosa n'avait pas terminé. Elle sortit son propre appareil, un enregistreur sophistiqué qui fonctionnait depuis l'appel de Maya. « Agent Barnes, vous avez aussi dit, et je cite, « Les gens comme vous pensent toujours pouvoir se tirer d'affaire en discutant, mais je connais votre espèce. Pourriez-vous expliquer à ces caméras ce que vous entendiez exactement par votre espèce ?» Le visage de Barnes devint blême. Son représentant syndical, qui venait d'arriver, s'avança immédiatement. « Mon client ne fera plus de déclaration. » Rosa éclata de rire, un rire qui glaça l'assistance. Avocat intelligent, car ce que votre client ne réalise pas, c'est que son contrôle de routine vient d'exposer un témoin fédéral à 3 organisations criminelles différentes qui traquent ma famille depuis 15 ans. Elle fit un geste vers l'agent Williams, qui ouvrit sa mallette et commença à lui montrer des photos. Miguel Santos, actuellement condamné à la prison à vie pour trafic d'êtres humains. Carlos Mendoza, tué en prison l'année dernière, mais dont l'organisation est toujours active. Et Vincent Romano, qui fait circuler de la drogue dans 5 États et a spécifiquement menacé Maya en raison d'un témoignage que j'ai fourni et qui a envoyé son fils en prison fédérale. Les photos montraient Maya à différents âges, allant à l'école, participant à des expositions scientifiques et même faisant du shopping avec des amis. Toutes prises par des équipes de surveillance criminelle qui la surveillaient, guettant la bonne occasion. Chaque jour depuis 15 ans, poursuivit Rosa, la voix haute et pleine de fureur contenue. Ma fille vit sous la menace de gens qui lui veulent du mal parce que j'ai choisi de risquer ma vie pour protéger les enfants des autres contre des monstres. Et aujourd'hui, agent Barnes, vos préjugés racistes et votre besoin d'humilier une adolescente ont failli donner à ces monstres exactement ce qu'ils attendaient. Barnes comprit enfin l'ampleur de son acte. Son harcèlement routinier avait potentiellement compromis une opération fédérale et mis des vies en danger. Sa carrière n'était pas simplement terminée. Il risquait des accusations fédérales qui pourraient le condamner à des années de prison. Maya s'avança, s'adressant à la foule d'étudiants et aux caméras de télévision avec un sang-froid remarquable. Pendant 15 ans, j'ai cru que ma mère m'avait abandonné. J'ai grandi en famille d'accueil, persuadé qu'elle préférait la drogue ou le crime à sa famille. Mais elle a choisi de tout sacrifier, y compris être avec moi, pour sauver des enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés des réseaux de trafic. La façade dure de Rosa finit par craquer, les larmes coulant sur son visage lorsqu'elle réalisa que sa fille comprenait désormais le sacrifice qui avait déchiré leur famille.
J'ai manqué tes premiers pas, tes premiers mots, chaque anniversaire, chaque réussite. J'ai choisi de te laisser me détester plutôt que de risquer ta sécurité en restant dans ta vie. » Maya serra sa mère dans ses bras pour la première fois depuis 7 ans, les deux femmes pleurant ouvertement. Ces retrouvailles émouvantes, retransmises en direct aux informations locales, transformèrent une histoire d'inconduite policière en quelque chose de bien plus puissant. Un récit de sacrifice, de justice et de liens familiaux que ni le temps ni les circonstances ne pouvaient briser. L'agent Chen annonça le dernier morceau de justice. L'agent Barnes est accusé de violation des droits civiques, de mise en danger d'enfants et de compromission d'une enquête fédérale. Sa pension est confisquée et il fera l'objet de poursuites fédérales. De plus, le service de police sera soumis à une surveillance fédérale obligatoire pour garantir le respect des droits civiques. Tandis que Barnes était emmené menotté, Maya murmura quelque chose à sa mère qui fit sourire Rosa à travers ses larmes. Il n'imaginait pas que s'en prendre à la mauvaise adolescente allait faire tomber tout un système corrompu. N'est-ce pas? 6 mois après la confrontation sur le parking qui avait tout changé, Maya Rodriguez se tenait à la tribune de la conférence jeunesse de la National Science Foundation, s'adressant à un auditoire d'1 millier d'aspirants-chercheurs. Ses recherches sur le cancer venaient de recevoir une subvention fédérale de 500 000 $, accordée en urgence grâce à un programme destiné à soutenir les étudiants prometteurs dont les travaux avaient été interrompus par des violations des droits civiques. L'excellence ne dépend pas de vos origines ni de la perception des autres, déclara Maya à l'auditoire captivé. Il s'agit de refuser de laisser les limites de l'autre devenir votre limite. Au premier rang, Rosa Martinez observait sa fille avec une fierté non dissimulée. Le gouvernement fédéral avait officiellement mis fin à la mission d'infiltration de Rosa, reconnaissant que ces 15 années de sacrifice avaient déjà permis de recueillir suffisamment de preuves pour démanteler 3 grands réseaux de trafic. Pour la première fois depuis que Maya avait 2 ans, ils vivaient ensemble comme une vraie famille. Leur vie avait été transformée de façon remarquable. L'histoire de Maya avait inspiré la création du Protocole de protection Rodriguez, un programme fédéral offrant une sécurité renforcée aux enfants d'agents infiltrés. Les enregistrements de sa montre connectée étaient devenus des supports de formation pour les services de police du pays, démontrant l'impact dévastateur des préjugés inconscients. L'agent Barnes, quant à lui, faisait face à une réalité bien différente. Après avoir purgé 18 mois de prison fédérale pour violation des droits civiques, il avait été libéré et se retrouvait inapte au travail dans les forces de l'ordre. Sa pension avait été révoquée, son certificat de police suspendu définitivement, et son nom était devenu synonyme des pires aspects du profilage racial. L'homme qui se sentait autrefois intouchable travaillait désormais de nuit dans un entrepôt, invisible et oublié. Le docteur Sarah Chen avait officiellement endossé son rôle de mentor universitaire pour Maya, mais leur relation s'était approfondie au-delà des frontières professionnelles. « Votre mère a sauvé ma sœur de la traite il y a 15 ans, révéla Chen lors d'un dîner tranquille chez eux. Quand Rosa m'a demandé de veiller sur toi, ce n'était pas seulement une faveur, c'était un honneur. » Les répercussions de l'affaire Maya ont complètement transformé le lycée Lincoln. Le proviseur Morrison, initialement resté silencieux pendant la controverse, dispensait désormais une formation obligatoire sur les préjugés à l'ensemble du personnel. L'établissement avait mis en place de nouveaux partenariats avec la police locale, exigeant des agents qu'ils suivent des cours de compétences culturelles avant d'interagir avec les élèves. Plus important encore, 3 autres élèves, qui portaient des dispositifs de surveillance similaires, ont témoigné de harcèlement et de profilage. Leurs témoignages collectifs ont donné lieu à une enquête du ministère de la Justice, qui a abouti à une restructuration complète des politiques de relations communautaires de la police locale. Les frères et sœurs adoptifs de Maya, qui avaient suivi son histoire dans la presse, ont pris contact pour reprendre contact. Ils ont formé un réseau de soutien informel pour les enfants de parents affectés à des missions gouvernementales dangereuses, partageant des ressources et un soutien émotionnel qu'aucun d'entre eux n'avait reçu pendant leurs années de placement. La berline noire qui surveillait la détention de Maya s'est avérée appartenir à l'agent Williams, qui surveillait Barnes depuis des mois. Nous avons reçu des plaintes concernant sa tendance à cibler les jeunes issus de minorités, a expliqué Williams. Le cas de Maya nous a fourni les preuves dont nous avions besoin pour agir. L'ancien partenaire de Barnes, l'officier Davis, avait subi sa propre transformation. Hanté par son absence d'intervention pendant la détention de Maya, il avait demandé son transfert à la nouvelle division de sensibilisation communautaire du département, où il s'efforçait désormais de rétablir la confiance entre la police et les communautés qu'elle servait. Le professeur de biologie avancée de Maya, M. Harrison, a intégré sa méthodologie de recherche dans son programme, inspirant des dizaines d'autres étudiants à poursuivre des projets abordant la justice sociale par l'innovation scientifique.
Maya nous a montré que l'excellence académique et l'activisme ne sont pas des objectifs distincts, a-t-il déclaré aux visiteurs venus observer sa classe transformée. La protection fédérale, qui avait autrefois isolé Maya, la connectait désormais à un réseau de familles qui comprenait les défis uniques d'aimer quelqu'un qui risquait sa vie pour les autres. Des groupes de soutien se sont formés, des programmes de bourse ont été établis et ce qui avait commencé comme un traumatisme personnel est devenu un catalyseur de soutien systémique. Lors du discours de Maya à la conférence scientifique, elle a pris une pause pour reconnaître les coûts cachés de l'héroïsme. Ma mère a raté mon enfance pour protéger les enfants des autres. Ce sacrifice mérite d'être reconnu, et non d'être renvoyé par des officiers qui jugent sur la base d'hypothèses plutôt que de preuves. Rosa, qui regardait depuis le public, sentit finalement que les 15 années de séparation avaient atteint leur objectif. Les enfants qu'elle avait contribué à sauver en démantelant les réseaux de trafiquants étaient désormais des adultes fondant leur propre famille, tandis que Maya était devenue exactement le genre de personne qui méritait d'être protégée. La conférence est terminée avec l'annonce par Maya de son acceptation du programme de recherche médicale accélérée du MIT, où elle continuerait à développer des traitements inspirés par la bataille de son frère Louis contre la leucémie. Son travail serait entièrement financé par les mêmes programmes fédéraux qui avaient autrefois caché l'identité de sa mère pour assurer leur sécurité. Alors qu'ils marchaient ensemble dans le centre de conférence, Maya a réfléchi à la façon dont leur vie avait complètement changé. « Maman, penses-tu que l'agent Barnes a appris quelque chose de ce qui s'est passé ?» Rosa réfléchit attentivement à la question. Certaines personnes apprennent des conséquences, d'autres apprennent simplement à mieux cacher leurs préjugés. Mais ce qui compte n'est pas de savoir s'il a changé, mais plutôt de savoir si les systèmes qui lui ont permis de le faire ont changé. Maya hocha la tête, comprenant que la justice ne consistait pas à transformer les individus mais à créer des structures qui préviennent de futurs préjudices. Son cas a donné lieu à des discussions inconfortables sur les préjugés des forces de l'ordre, conduisant à des changements de politique qui protégeraient d'innombrables autres étudiants. La mère et la fille avaient perdu 15 années ensemble, mais elles avaient gagné quelque chose de précieux en retour, la connaissance que leur sacrifice avait un sens au-delà de leur histoire personnelle. Ils avaient contribué à créer un monde dans lequel l'intelligence et le caractère comptaient plus que les stéréotypes et les hypothèses. Alors qu'ils avançaient ensemble vers leur nouvel avenir, Maya a réalisé que parfois la forme de justice la plus puissante n'est pas de se venger de ceux qui vous ont fait du tort, mais de s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire de tort à quelqu'un d'autre de la même manière. Si cette histoire de courage, de sacrifice et de triomphe ultime vous a inspiré à reconnaître les héros de votre propre communauté, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le courage d'une personne peut transformer des systèmes entiers et créer un changement durable pour tout le monde.